Il n'y a que 49 personnes. Ce n'est rien. Ma mère, Evelyne, a déclaré cela en balayant du regard le salon de mon appartement parisien, l'évaluant comme si elle expertisait de la marchandise. Dans sa main se trouvait la liste des invités pour la fête de fiançailles de ma sœur cadette, Ambre, qui avait été officiellement fixée pour le lendemain soir. Le lieu était ici même, chez moi, et le jour suivant se trouvait être mon 32e anniversaire. Mon anniversaire. Je m'appelle Chloé. Je suis la fille aînée commodément disponible de cette famille. Eh bien, c'est de la famille Dubois qu'il s'agit. Lucas et Ambre vont enfin se fiancer. Chloé, je sais que c'est soudain, mais au moins cet appartement a une belle vue, alors nous allons l'utiliser. La seule et unique raison pour laquelle cet appartement existait était que, des années auparavant, Ambre avait déclaré « C'est embarrassant de ne pas avoir d'endroit où loger alors que la plupart de mes amis vivent à Paris ». En entendant cela, ma mère a décidé d'en mettre plein la vue. Et sans me consulter du tout, elle a immédiatement signé le bail pour cet endroit. Ce sera le pied-à-terre d'Ambre. Chloé, tu t'occuperas de tout. Puisque tu as besoin d'un endroit où vivre de toute façon, je te permets de rester ici en retour. Oh, et bien sûr, tu paieras le crédit immobilier. Considère cela comme une sorte de frais d'entretien. C'est ainsi qu'elle m'en avait si généreusement informé. Mais je ne me contentais pas de suivre les ordres. J'avais engagé un avocat et utilisé le fait que c'était moi qui payais le crédit immobilier à mon avantage, transférant légalement la propriété de l'appartement entièrement à mon nom. Ma mère avait signé le contrat sans s'en rendre compte, pensant qu'il s'agissait simplement de paperasse concernant les paiements du crédit. Je payais avec l'argent que j'avais gagné par mon propre travail acharné, il était donc tout naturel que je garantisse ce droit. Je l'ai fait pour le jour où je chasserai enfin ma famille de cette cage dorée pour en faire véritablement mon château. Cet endroit n'était pas un fardeau qui m'avait été imposé par ma famille, mais un atout stratégique pour mon avenir. Cuisiner, nettoyer et servir les invités, ma mère exigeait que je m'occupe de tout, seul et sans être payé, comme si c'était mon devoir. Pour elle, ma capacité à faire ces choses sans défaut était aussi naturelle et indiscutable que les rouleaux. À bien y réfléchir, elle avait toujours été comme ça. Elle était excellente pour sauver les apparences en société, mais absolument nulle pour le travail en coulisses, en particulier les tâches ménagères. Comme j'étais doué de mes mains depuis l'enfance, je suis devenue l'organisatrice officieuse de ces réceptions à la maison quand j'étais encore étudiante. Pendant qu'elle bavardait élégamment avec les invités dans la cuisine, c'est moi qui préparais les canapés, vérifiais la température du four et débarrassais les verres sales. En me voyant faire tout cela, au lieu de me féliciter, elle ricanait et disait « Tu prévois de devenir bonne à tout faire ou quelque chose comme ça, vu comme tu deviens doué pour ça ?» Elle n'a aucune idée à quel point ces mots m'ont transpercé le cœur. L'ironie, c'est que ces mêmes mots finiraient par changer mon destin. J'étais censé être celle qui avait quitté la banque d'investissement il y a quelques années parce que je ne pouvais plus suivre. Alors comment, dans leur esprit, expliquent-ils les paiements du crédit pour cet appartement ou les remboursements du prêt automobile d'Ambre, tous couverts par moi, la chômeuse? La réponse est simple. Ils croient que tout cela est dû à la fortune que j'ai accumulée à l'époque où j'étais banquière. Et je suis la pitoyable fille aînée qui dilapide lentement cette fortune pour survivre. C'est pourquoi il est considéré comme mon devoir naturel de consacrer mon temps libre infini et les économies qui sont censées s'épuiser un jour pour le bien de ma brillante sœur cadette, Ambre. Ils ne se sont jamais demandé une seule fois pourquoi ces économies ne semblaient jamais se tarir après toutes ces années. Ils prétendent ne pas remarquer la contradiction que leur style de vie luxueux est bâti sur de l'argent qui aurait dû être épuisé depuis longtemps. C'est bien plus pratique pour eux de cette façon. La voiture de luxe qu'Ambre conduit est le symbole ultime de cette logique égoïste. À l'origine, c'était un cadeau de ma part pour célébrer son diplôme universitaire et son passage à l'âge adulte. À l'époque, je croyais encore à l'illusion de la famille. Merci, Chloé. Je t'aime. J'avais voulu voir le sourire innocent sur son visage, alors je lui ai fait la surprise de l'emmener chez le concessionnaire, mais cet acte de gentillesse s'est rapidement transformé en quelque chose qu'il considérait comme un droit naturel. Si Ambre doit fréquenter la famille Dubois, une voiture comme celle-ci est évidemment nécessaire. Bien joué, Chloé. Ma mère a fait semblant de louer ma décision, mais en réalité, elle n'y voyait qu'un outil pour satisfaire la vanité d'Ambre. Avant que je ne m'en rende compte, Ambre a même cessé de dire « merci » et elle a commencé à me facturer l'essence et l'assurance comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Ces dépenses ont été incluses dans le budget familial comme des coûts évidents qui devaient être couverts par ma soi-disant fortune passée.
La vérité, c'est que je suis parti parce que j'en avais assez de l'environnement de travail brutal et que je voulais créer ma propre entreprise. Mais même si je leur avais dit, ils se seraient seulement moqués de moi. Ils auraient dit, jamais tu ne pourrais faire quelque chose comme ça. Alors, j'ai continué à jouer le rôle de la fille aînée inutile qu'ils voulaient que je sois. Si c'est pour la brillante Ambre, alors bien sûr, c'est à l'inutile moi de se sacrifier. C'était la règle inébranlable de cette famille. Au plus profond de mon cœur, un fil qui avait été tendu à sa limite s'est rompu avec un bruit sourd. C'était le moment où la dernière forteresse, qui avait enduré des années de pression, s'est finalement effondrée. Avec une expression figée, j'ai regardé ma mère. Elle n'avait aucun moyen de savoir que sous mon masque sans émotion, une colère semblable à du magma bouillonnait furieusement. Et puis, d'une voix dépouillée de toute émotion, j'ai répondu par un seul mot. D'accord. Oui, voilà qui est bien. Je suis contente que tu sois prompte à réagir. Ma mère a hoché la tête de satisfaction et m'a tapoté l'épaule. Elle n'avait aucune idée que derrière ces mots se cachait une ardente déclaration de séparation. Ce « d'accord » n'était pas un signe de soumission. C'était une déclaration de guerre silencieuse contre des années de domination. Après que ma mère soit partie comme une tempête, un faux silence est revenu dans la pièce. Sur le sol gisait la liste des 49 invités qu'elle avait laissés derrière elle, ainsi que des notes de menu griffonnées comme « Assure-toi de servir le meilleur champagne à la famille Dubois ». Mais je n'ai même pas pris la peine de les ramasser. Au lieu de cela, je me suis dirigé directement vers le dressing de ma chambre. J'ai sorti 2 grandes valises qui avaient été rangées au fond et les ai ouvertes sur le lit. Ce que j'ai sorti n'était pas un tablier, mais un costume d'affaires à la coupe impeccable, un chemisier en soie parfaitement repassé, et du coffre-fort caché dans le placard, j'ai récupéré une mallette en cuir. À l'intérieur se trouvait une épaisse pile de contrats estampillés du logo d'Éclat Service Prestige. Mon entreprise. Une entreprise florissante de services de conciergerie et d'entretien ménager avec 30 employés, au service de cadres du CAC 40 et de célébrités, est connue comme l'une des entreprises les plus prisées de Paris. L'ironie était indéniable. Alors que ma famille me traitait comme une bonne, j'avais transformé un véritable service de nettoyage en une entreprise colossale. Inclure « Prestige » dans le nom de l'entreprise n'avait pas été une coïncidence. C'était l'expression discrète de mon ambition d'avoir un jour la vraie famille Dubois comme cliente ou, mieux encore, de me tenir à leur égal en affaires. Moi, celle qu'ils avaient toujours méprisée comme une ratée, j'avais bâti de mes propres mains ce nom convoité pour en faire une marque puissante. Lorsque j'ai ouvert mon ordinateur portable, un courriel de mon assistant m'attendait avec la confirmation finale. Votre vol pour Nice part à 7 heures du matin demain. La réunion finale pour le contrat à un grand palace de la promenade des Anglais est prévue pour 15 heures. L'autre partie souhaite vivement vous rencontrer directement, vous, la présidente directrice générale. Il s'agissait d'un contrat de plusieurs millions d'euros qui façonnerait l'avenir de mon entreprise, la fourniture de services exclusifs pour une chaîne hôtelière de la Côte d'Azur entière. Si je décrochais ce contrat, mon entreprise passerait du statut de force dominante en France à celui d'acteur majeur au niveau national. Ce serait la manière parfaite de célébrer mon anniversaire. J'ai sorti une feuille de papier à lettres fins et j'ai commencé à écrire avec mon stylo plume. Ce n'était ni par colère ni par tristesse. Je n'ai gravé que les faits, froids et durs, dans cette lettre. Ce n'était pas une vengeance. C'était mon premier et dernier coup d'état pour reprendre le contrôle de ma propre vie. J'ai tranquillement posé la lettre sur la console près de l'entrée. À côté, j'ai déposé les clés de la maison et la carte de crédit familiale qui ne serait plus jamais utilisée. Le matin de mon anniversaire, qui se trouvait être aussi le jour de la fête de fiançailles d'Ambre, je suis monté dans un taxi en direction de l'aéroport Charles de Gaulle. Même aux premières heures, le salon de première classe bourdonnait d'une énergie tranquille. En écoutant l'annonce d'embarquement, j'ai bu une gorgée de café chaud. À ce moment-là, ma mère et Ambre devaient probablement être à l'appartement, en train de fulminer. Mon téléphone affichait déjà plus d'une douzaine d'appels manqués et de messages hystériques comme « Ce n'est pas drôle. Où es-tu » et « Les invités arrivent ». Mais j'ai simplement jeté un coup d'œil à l'écran avant de le mettre en mode silencieux. D'après leurs messages, je pouvais les imaginer se tenant impuissantes devant la porte de l'appartement. Elles devaient probablement sonner à l'interphone sans réponse, secouant la poignée de porte avec impatience et tapant furieusement des messages de colère à mon intention. Elles avaient complètement oublié qu'elles avaient le passe-partout, laissant plutôt leurs émotions prendre le dessus. L'idée d'évaluer calmement la situation n'existe tout simplement pas chez ces deux-là.
Et c'est exactement pourquoi elle n'avait pas remarqué la lettre qui se trouvait toujours à l'intérieur de l'appartement. Elle ne le savait pas encore. Elle ne savait pas pour la lettre que j'avais laissée. Elle ne savait pas que cette simple feuille de papier était une bombe qui allait bouleverser tout leur monde. Sur cette petite feuille se trouvaient les 15 années que je leur avais consacrées et une déclaration de ma nouvelle vie. Chère maman, chère Ambre, si vous lisez cette lettre, cela signifie que vous avez déjà remarqué que je suis parti. Je suis désolé de vous surprendre, mais je ne peux plus continuer à jouer le rôle de votre bonne. Je sais que vous pensez que je suis une ratée depuis que j'ai été soi-disant renvoyé de mon travail il y a quelques années, et que je cherche du travail depuis. Mais la vérité est différente. Il y a 5 ans, j'ai fondé une entreprise appelée Éclat Service Prestige. Ironiquement, c'est une entreprise de services de conciergerie et d'entretien ménager. Aujourd'hui, elle est devenue l'une des entreprises les plus prospères de Paris, employant plus de 30 personnes. En ce moment même, alors que vous lisez ceci, je suis dans un avion pour la Côte d'Azur pour un contrat crucial qui façonnera l'avenir de mon entreprise. Et plus important encore, à partir d'aujourd'hui, je ne paierai plus le prêt automobile d'Ambre. Et concernant l'appartement dans lequel vous vous trouvez. Cet endroit est également ma propriété personnelle à 100%. Votre style de vie luxueux a été soutenu tout ce temps par les revenus de la fille, ratée, que vous avez toujours méprisée. Ne comptez plus sur moi. Occupez-vous de votre fête vous-même. Et une fois la fête terminée, quittez ma maison immédiatement. J'ai déjà pris des dispositions pour que les serrures soient changées demain matin. Tout séjour au-delà sera considéré comme une violation de propriété, et j'appellerai la police. Sincèrement, Chloé, j'ai regardé par le hublot la piste de décollage. L'avion a commencé à bouger lentement. Ce qui m'attendait n'était pas seulement un voyage d'affaires. C'était un adieu au passé et un décollage vers l'avenir. Quand j'ai terminé ma présentation dans la salle de conférence de la direction du Grand Palace à Nice, devant les plus hauts dirigeants de la chaîne hôtelière, la salle a éclaté en applaudissements enthousiastes. Un contrat d'exclusivité de plusieurs millions d'euros. C'était le moment où 5 années de travail acharné étaient enfin reconnues à l'échelle nationale. Magnifique, Chloé. Votre proposition a largement dépassé nos attentes. J'ai serré fermement la main tendue du président directeur général du complexe hôtelier. Puis j'ai salué les dirigeants, je me suis excusé et je suis retourné précipitamment dans ma chambre d'hôtel. Je voulais tout voir de mes propres yeux, le moment exact où les longues années de domination prenaient fin. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai accédé aux enregistrements sur le cloud du système de sécurité de l'appartement. Bien sûr, j'avais installé des caméras dans le logement, non par paranoïa, mais par prévoyance née d'années d'expérience. Une fois que ces deux-là réaliseraient que je n'étais pas là, elles étaient vouées à sombrer dans l'hystérie, et il était impossible de prévoir ce qu'elles pourraient faire. Je devais conserver un enregistrement exact de tout ce qui se passerait dans cet appartement, qui m'appartenait légalement. Ce qui est apparu à l'écran était une farce absurde et pathétique qui dépassait même mes attentes. Dans la vidéo, ma mère, Evelyne, et ma sœur, Ambre, se tenaient figées, sous le choc. Leur convenu était passé, et je n'étais pas apparu. Leurs appels restaient sans réponse. Leur frustration a atteint son paroxysme, et elles ont utilisé le passe-partout pour entrer de force dans l'appartement, pour ne trouver qu'un espace impeccable, parfaitement organisé, dépourvu de tout signe de vie. Jusqu'où ira-t-elle pour se moquer de nous? La voix de ma mère tremblait de rage. À ce moment-là, Ambre a remarqué la lettre que j'avais laissée sur la table près de l'entrée. Maman, regarde. Evelyne a déchiré l'enveloppe brutalement et a commencé à lire la lettre. Ligne par ligne, à mesure que ses yeux descendaient sur la page, son visage se vidait de sa couleur. Ambre, regardant par-dessus son épaule, se tenait la bouche entr'ouverte d'incrédulité. Présidente directrice générale? Éclat Service Prestige? Impossible. C'est Chloé. Impossible. Au début, Ambre a pensé que sa sœur avait perdu la tête. Chloé, la ratée, la maladroite, la sœur qui nettoyait toujours leurs dégâts. Elle arrête de payer le prêt. Qu'est-ce qu'elle a dit? La voix d'Evelyne n'était plus en colère. Elle était remplie d'une pure confusion et de peur. Reprenant ses esprits, Ambre a attrapé son téléphone et, les doigts tremblants, a tapé le nom de l'entreprise dans une barre de recherche. L'écran a affiché un article de fond des Échos. Sous le titre « Une réussite bâtie de rien, un rêve à la française », il y avait une photo de sa sœur, familière mais affichant un sourire confiant qu'elle n'avait jamais vu auparavant. L'article était rempli d'éloges pour son sens des affaires.
Il y avait même un commentaire d'un acteur célèbre qui était l'un de ses clients, bien qu'anonymement. Impossible, le murmure d'Ambre était presque un cri. La sœur qu'elle avait toujours méprisée avait réussi depuis longtemps dans le monde qu'elles avaient désespérément cherché à intégrer par tous les moyens. C'est de ta faute, leur mère a soudainement attrapé Ambre. C'est arrivé parce qu'il fallait absolument que tu impliques la famille Dubois. Tu frimes toujours, tu essaies toujours de te faire passer pour ce que tu n'es pas. Voilà ce qui arrive quand on prétend être quelqu'un d'autre. Ma faute? C'est toi qui m'as dit d'organiser la fête? C'est toi qui as toujours dit que c'était tout naturel d'utiliser Chloé. Tu disais tout le temps, laisse-la s'en occuper. C'est tout ce qu'elle sait faire. Qu'est-ce que tu viens de dire? Comment oses-tu parler à ta mère de cette façon? Alors qu'est-ce qu'on va faire? Les gens vont arriver d'une minute à l'autre. Il n'y a pas de nourriture, pas de boisson, rien. Et puis la vidéo a atteint son paroxysme. L'audio enregistré a capté leur vilain jeu de reproches mutuels, mais leur dispute a été brusquement interrompue par le carillon impitoyable de l'interphone. À l'écran, j'ai vu Evelyne et Ambre se figer sur place. Les invités, la famille Dubois, étaient déjà arrivés. Les deux se sont échangés des regards paniqués. L'heure de la fête approchait. 49 invités. L'appartement qui devait servir de lieu de fête glamour leur apparaissait maintenant comme une scène de théâtre silencieuse, qui reflétait impitoyablement leurs propres bêtises. Dans le chaos du salon, Evelyne et Ambre se tenaient là, complètement désemparées. Quand elles ont ouvert la porte en panique, une femme à l'aura indéniablement élégante est entrée, hors du champ de vision de la caméra. Ce n'était nulle autre que Sophie Dubois, la mère du fiancé d'Ambre. Je me suis inconsciemment penché plus près de l'écran. Eh bien, Evelyne, Ambre, félicitations. Sophie les a salués avec un sourire agréable, mais ses yeux ont rapidement saisi l'atmosphère étrange du salon. J'ai suivi son regard qui balayait la pièce. C'est un charmant appartement, mais la fête est-elle sur le point de commencer, ou y a-t-il un problème? Oh, eh bien, il y a eu un petit contretemps. Le traiteur est en route. Oui, il semble qu'il y ait des embouteillages sur la route, a lâché Evelyne dans un mensonge désespéré. À ce moment-là, les yeux de Sophie sont tombés par hasard sur le smartphone qu'Ambre serrait fermement. L'écran était toujours ouvert sur la page de présentation de la présidente directrice générale d'Éclat Service Prestige. Oh mon Dieu, quelle coïncidence! Êtes-vous aussi une admiratrice d'Éclat Service Prestige? J'ai laissé échapper un rire sec en entendant Sophie prononcer nonchalamment le nom de mon entreprise. C'est là que le vrai spectacle commençait. J'adore absolument la présidente directrice générale de cette entreprise. Je suis profondément impressionné non seulement par leur souci de l'esthétique, mais aussi par leur philosophie de gestion, qui prend en compte le bien-être de leur personnel. Leur engagement envers la confidentialité et leur capacité à anticiper les besoins des clients sont extraordinaires. Je ne les ai jamais rencontrés, mais leur talent est authentique. Les visages d'Evelyne et d'Ambre se sont rapidement vidés de leur couleur à l'écran. La personne qu'elles voulaient le plus impressionner s'est avérée être une ardente admiratrice de la fille qu'elles avaient toujours méprisée. C'était l'ironie suprême, une lame cruelle de vérité pressée contre leur gorge. Evelyne a forcé un sourire crispé en répondant aux paroles de Sophie. Oui, c'est une entreprise formidable. Nous envisagions, justement de faire appel à leurs services nous-mêmes. Sophie a légèrement haussé un sourcil à leur réponse maladroite. Elle avait un œil aiguisé pour l'authenticité, les sourires obséquieux sur leur visage, la tension étrange dans la pièce. Même à travers l'écran, je pouvais sentir que son intuition lui disait que quelque chose n'allait pas. Oui, j'ai entendu dire que la présidente directrice générale est une personne remarquablement talentueuse, mais si humble qu'elle ne cherche jamais les feux de la rampe. Elle est connue pour être extrêmement discrète, ne révélant jamais aucun détail personnel. Son nom était Chloé, n'est-ce pas? Chloé. Au moment où ce nom a résonné dans le salon, les deux silhouettes à l'écran se sont complètement figées. Ce silence anormal était une confirmation plus forte que n'importe quel mot. Sophie avait saisi toute l'étendue de la farce qui se déroulait devant elle. Elle se leva lentement et parla clairement à personne en particulier, mais assez fort pour que tout le monde entende. Evelyne, le nom de votre fille était aussi Chloé, n'est-ce pas? Et si je me souviens bien, la façon dont vous avez décrit votre fille aînée était quelque chose comme un peu lente à comprendre et n'a pas encore trouvé sa voie. L'image que vous avez peinte est la présidente directrice générale Chloé que je connais. Eh bien, il semble y avoir un écart plutôt vaste, non, un fossé colossal entre les deux.
Sa voix froide et tranchante a retenti comme un juge rendant un verdict. J'ai peut-être attendu ce moment précis pendant des années. Ce fut une expérience assez intéressante de rencontrer la famille d'une femme d'affaires que je respecte profondément de cette manière. Cependant, je n'ai pas l'habitude de perdre mon temps avec des gens peu professionnels. Je ne manquerai pas de dire à Lucas de bien réfléchir à cette affaire. La famille Dubois valorise l'honnêteté par-dessus tout. Sur ces mots, Sophie a tourné les talons et a quitté l'appartement sans un regard en arrière. Son départ a été comme le déclencheur qui a fait céder le barrage. Les autres invités, sentant exactement ce qui s'était passé, ont commencé à quitter l'appartement les uns après les autres comme des araignées qui se dispersent. Il ne restait plus qu'Evelyne, qui s'est effondrée sur le canapé comme si ses jambes l'avaient lâchée, et Ambre, qui se tenait figée, fixant un point unique sur le sol. Dans le silence, Ambre a murmuré d'une voix tremblante, « On devrait commander une pizza ?» À ces mots, sa mère a éclaté en sanglots. La fête de la famille Dubois s'est terminée avec une pizza. Pourrait-il y avoir une conclusion plus appropriée? J'ai tranquillement fermé mon ordinateur portable. À l'écran se trouvait le passé étroit et suffocant, tandis que devant mes yeux s'étendait la mer d'un bleu infini. Le contraste saisissant entre les deux parlait plus éloquemment que n'importe quel mot du début de ma nouvelle vie. Puis j'ai pris mon smartphone et j'ai appelé Sophie Dubois. « Chloé, j'attendais votre appel. » Sa voix portait une chaleur qui allait au-delà de celle d'une simple partenaire commerciale. « Madame Dubois, je viens de visionner les enregistrements de sécurité de mon appartement. Je dois m'excuser pour le comportement de ma famille tout à l'heure. » Il n'y a pas besoin de vous excuser, Chloé. En fait, c'est moi qui devrais vous remercier. Sophie a ri doucement, puis a continué. Je suis désolé pour ce qui est arrivé à votre famille, mais vous savez, Chloé, je suis convaincu maintenant. Votre professionnalisme a fleuri entièrement grâce à vos propres efforts, malgré l'environnement hostile dans lequel vous vous trouviez. Je respecte vraiment les gens comme vous. Et puis elle a fait une proposition étonnante. Indépendamment de ce contrat avec le complexe hôtelier, j'aimerais vous présenter un groupe hôtelier de renommée mondiale que je représente en tant que cliente. Votre entreprise mérite une scène bien plus grande. Après avoir raccroché, je suis resté un moment debout, laissant la brise chaude de la Méditerranée me caresser. L'image de ma famille s'effondrant à Paris et le brillant avenir que j'avais saisi ici, le contraste entre eux annonçait le début de ma nouvelle vie avec une clarté éblouissante. Quand je suis rentré à Paris, ce que j'ai trouvé, ce sont les ruines d'un faux royaume qui s'était effondré en une nuit. L'histoire de Sophie Dubois quittant la fête de fiançailles s'était répandue rapidement parmi mes proches et dans la communauté très soudée des affaires. Madame Evelyne a essayé de tromper la famille Dubois en se faisant passer pour sa fille. On dit qu'elle traitait sa vraie fille comme une bonne. Les rumeurs devenaient de plus en plus folles à chaque répétition, bien au-delà de tout contrôle. La notification officielle de la rupture des fiançailles de la part de la famille Dubois est arrivée pour embroder le lendemain. La fierté d'Evelyne a été réduite en lambeaux. Le conseil d'administration de l'œuvre caritative à laquelle elle appartenait lui a recommandé de démissionner, citant qu'elle avait gravement nui à la dignité de l'association. Jour après jour, elle recevait des regards de pitié et de ridicule de la part des amis même qu'elle avait longtemps méprisés. Le statut social qu'elle s'était si désespérément efforcée de construire s'est effondré comme un fragile château de sable. Le coût financier a été encore plus dévastateur. Quand j'ai arrêté de payer les prêts, la voiture de luxe d'Ambre a été saisie, et l'entretien de la maison familiale est devenu difficile. Chaque jour, mon téléphone était inondé de dizaines d'appels et de messages de leur part. « Chloé, s'il te plaît, aide-nous. Nous avons eu tort. » Mais il était bien trop tard. J'ai répondu au téléphone pour mon père une seule fois. Il a dit une seule chose. « Je suis désolé. » Sa voix était faible, teintée du regret d'un homme qui avait passé des années en spectateur passif de l'emprise de sa femme. Je n'ai rien dit et j'ai tranquillement mis fin à l'appel. La leçon qu'ils devaient apprendre n'était pas à moi de la leur enseigner. Ils devraient la trouver par eux-mêmes. Plusieurs semaines après avoir complètement coupé le contact avec ma famille, je me suis retrouvé à profiter de la vue depuis le nouveau bureau de mon entreprise. Grâce à l'introduction de Sophie Dubois, nous avions obtenu un partenariat avec un groupe hôtelier mondial. L'entreprise comptait désormais plus de 100 employés et avait déménagé son siège social dans un emplacement de choix à Paris. Depuis le bureau vitré de la présidente directrice générale, je pouvais voir l'appartement même où j'avais autrefois été traité comme une bonne. Mais ma paix n'a pas duré longtemps. Un après-midi, j'ai reçu un appel de la réception.
Madame la Présidente, deux femmes s'identifiant comme Evelyne et Ambre sont arrivées sans rendez-vous. Je me suis ressaisi et j'ai répondu calmement, conduisez-les à la salle de conférence. Quand j'ai ouvert la porte de la salle de conférence, j'ai trouvé ma mère et ma sœur à l'intérieur, toutes deux ayant l'air complètement épuisées et méconnaissables. Les marques de créateurs coûteuses avaient disparu, remplacées par des vêtements de tous les jours délavés. Au moment où je suis entré dans la pièce, ma mère a fondu en larmes, comme si un barrage avait cédé. « Chloé, s'il te plaît, donne-nous une autre chance. Nous avons eu tort. J'ai eu tort sur toute la ligne. Pourquoi êtes-vous ici ?» Ma voix semblait froide et tranchante, même à mes propres oreilles. Ambre a ouvert la bouche avec hésitation. « Tu me manques, Chloé. Nous sommes toujours une famille, n'est-ce pas? Ne pouvons-nous pas être de nouveau ensemble, comme avant? Famille? » Un rire sec m'a échappé avant que je puisse le retenir. « Ce qui vous manque, c'est Chloé la présidente directrice générale, pas Chloé la bonne. Si j'étais encore la soi-disant ratée qui peine à trouver un emploi, seriez-vous même ici? » Aucune d'elles n'a pu dire un mot en réponse. Ma mère a pris la parole, le désespoir tordant son expression. « Si c'est pour l'argent, nous te rembourserons. Tout ce que tu as couvert jusqu'à présent, nous te le rendrons petit à petit. Alors, s'il te plaît, juste une chance de plus. Que vont penser les gens de nous? » J'ai sorti un document de mon sac à main et je l'ai fait glisser sur la table. Qu'est-ce que c'est? C'est une demande d'ordonnance d'éloignement. Je ne peux plus accepter vos tentatives de m'acheter avec de l'argent ou de vous cacher derrière votre précieuse image publique. Si l'une de vous deux se présente à nouveau sur mon lieu de travail ou à mon domicile, je la déposerai au tribunal. C'est ma réponse finale. En regardant le document, Evelyne et Ambre ont tremblé comme si le monde venait de s'écrouler. Autrefois, j'aurais pu ressentir de la pitié pour elles, mais plus une seule goutte de cette émotion ne subsistait en moi. Cruelle? Je me demande laquelle de nous est vraiment cruelle. Ma voix est restée calme mais résolue. Pendant 15 ans, vous avez piétiné ma dignité. Le jour où j'étais cloué au lit avec 40 degrés de fièvre à cause de la grippe, maman, tu n'as montré aucune once d'inquiétude pour moi. Tu n'as parlé que de la robe que tu allais porter au récital de ballet d'Ambre. Ambre, quand tu avais le cœur brisé et que tu pleurais, j'ai mis de côté la préparation de ma propre présentation importante et je suis resté éveillé toute la nuit pour te réconforter. Mais quand j'ai fait une erreur majeure au travail et que j'étais anéanti, tu as juste ri et dit, pourquoi ne démissionnes-tu pas de ce travail? Vous n'avez même pas célébré mon anniversaire et m'avez plutôt fait préparer une fête pour 49 personnes gratuitement. Vous n'avez jamais essayé une seule fois de comprendre qui j'étais, de quoi je rêvais ou ce contre quoi je luttais. Je me suis levé et je me suis tourné vers la porte. Ce seraient les derniers mots que je leur dirai jamais. Ne vous montrez plus jamais devant moi. Cette petite comédie familiale est terminée. À partir de maintenant, je vivrai ma vie entourée de gens qui reconnaissent ma valeur. Leurs sanglots me transperçaient le dos alors que je quittais la salle de conférence, mais je ne me suis pas retourné une seule fois. 1 an plus tard, mon entreprise avait grandi au point d'avoir des agences dans toute la France, et j'avais fermement établi ma place dans le monde des affaires. De temps en temps, je recevais de courts courriels de mon père. Ta mère et Ambre vivent maintenant ensemble dans un modeste appartement. Elles ont toutes les deux commencé à travailler à temps partiel. Je n'ai jamais répondu. C'était le chemin qu'elles avaient choisi et les leçons de vie qu'elles devaient apprendre par elles-mêmes.